Bon, ça y est, nous y sommes, The Marvels est sorti. C'est la première fois de ma vie, déjà on peut le constater, que je vais voir un film Marvel en traînant des pieds. À chaque fois je me dis bon, ça peut être sympa. Non, Steven n'écoute pas tout ce qui se dit autour, etc. Là vraiment pour la première fois j'avais pas envie. J'y suis allé pour YouTube. Là, obligation professionnelle tu connais. Donc j'y suis allé, séance de 10h, 10h30 en séance Ice, etc. Premier constat. Deuxième constat, oui j'ai flingué pendant toute l'année la promo de The Marvels. Et vous savez quoi? Je vais continuer de le faire. On va mettre du sel d'entrée dans cette vidéo. Marvel Studios, qu'est-ce que vous avez foutu avec ce film? Ça n'a aucun sens. Déjà, il y a des scènes de la scène post-crédit dans le trailer. Bon, c'est pas la première fois qu'ils le font, mais bon, je m'en suis rendu compte en voyant le film du coup. Et le ton, mais alors les gars, on a tous dit, on a tous chié sur le film parce que la première bande-annonce était humoristique. Et c'est bien beau de dire, parce que je vois déjà les haters dire oui, mais Steven, tu retournes ta veste, t'as chié sur le film, etc. Revenez un peu en arrière, voyez qui est le mec sur YouTube qui a défendu Captain Marvel 2 pendant des mois avant que la première bande-annonce sorte. C'était le premier à vous dire que ça pouvait être sympa. Donc voilà, ayez l'amabilité, s'il vous plaît, de dire que j'ai quand même défendu le film pendant un instant. C'est la promo du film que j'ai déglingué. Et la promo, les gars, mais le ton des bandes-annonces humoristiques, quand je me suis rendu compte dans le film que certaines scènes présentes dans le trailer de manière humoristique n'étaient en fait pas du tout humoristiques dans le film, et je me suis dit, Marvel, à quel moment vous avez pensé que tourner des scènes de cette manière-là pour une bande-annonce, ça allait hyper les gens? Il y a des scènes, une des premières qu'on voit dans le film, je dirais pas lesquelles, voilà, parce qu'on est en partie non spoiler, sait-on jamais, mais il y a des scènes en début de film qui ont été tournées en mode humoristique dans les trailers, qui en fait ne sont pas du tout humoristiques. Tu ressens le stress de certaines situations, la musique est bien plus dramatique, là où il y avait beaucoup de musique type TikTok dans les bandes annonces, je trouvais. Donc ils ont tout changé. La question est de savoir, est-ce qu'ils ont changé le montage final du film en voyant que les bandes annonces plaisaient pas, ou est-ce qu'ils ont changé les bandes annonces en disant que ça allait hyper peut-être le jeune public? Je sais pas dans quel sens. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien plus sérieux que ce que laisse présager les bandes annonces. Alors attention, c'est pas dark, hein. Clairement, The Marvels, ça reste un film familial, et je pense que si vous attendez de ce film que ce soit un banger ou un film qui serait rangé dans le top 10 MCU, je sais pas trop quoi, non, clairement. Par contre, je trouve que c'est objectivement parlant meilleur qu'Ant-Man and the Wasp Quantumania, et vous savez que je suis aussi un des rares à avoir aimé, je pense, Ant-Man and the Wasp Quantumania, donc, mais je trouve que c'est supérieur parce que c'est mieux écrit, il y a plus de cohérence, on est aussi dans la continuité de ce qu'a introduit Captain Marvel, Miss Marvel, WandaVision, un petit peu Endgame, etc. Même si... Et ça, je peux vous le dire d'entrée de jeu, ce n'est pas un spoil pour le coup parce qu'il n'y a rien à spoiler. Le Céleste, qui dépasse de 800 milliards de kilomètres de la Terre, il est passé où dans ce film? Il y a des plans, voilà, il y a des plans d'ensemble où tu vois la Terre, etc. Il n'y a pas de Céleste. Ils veulent pas continuer avec cette histoire de Céleste. C'est pas possible, bordel. Ça à part, ça reste plutôt une bonne continuité par rapport à tout ce qui avait été utilisé par rapport à l'intelligence suprême dans Captain Marvel notamment. Donc voilà, on pourrait se dire qu'ils n'ont pas vraiment continué l'histoire de Captain Marvel qui date quand même d'il y a avant Endgame. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis. Non, ils continuent par moments avec beaucoup de facilité, etc. Mais c'est là, et si on aime le personnage de Captain Marvel, en soi, je pense qu'on va l'aimer là. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense que si on déteste le personnage de Captain Marvel, on va aussi le détester là. Je m'attendais vraiment à ce que ce film, en fait, change l'image de ce que, voilà, de ce qu'avait Captain Marvel. C'est un personnage... Brie Larson en termes d'actrice, mais aussi Captain Marvel en termes de personnage et Captain Marvel en termes de film. Ce sont des aspects qui sont globalement pas très appréciés de la commu Marvel. Et je m'attendais vraiment à ce qu'ils changent ça. Et je trouve que on est sur le même personnage, ce qui est totalement logique, vu qu'on est sur un second film. Donc il n'y a rien de très aberrant à penser ça. Et c'est vrai, je m'attendais à ce qu'ils changent radicalement, je sais pas, le ton du personnage. Personnage que je trouve, on va dire, que je pourrais qualifier de badass, mais sympathique en même temps, un peu moins badass peut-être que dans Captain Marvel, parce que moi je me rappellerai toujours voilà, ce plan où il y a de la lumière qui lui sort par les yeux, elle est en mode Super Saiyan et tout, c'est incroyable, j'avais les frissons pendant la bande-annonce du premier film. Là, t'as pas vraiment de nouveauté en termes de pouvoir, on dira, concernant Captain Marvel, qui font que, eh bien, le personnage est ultra badass d'un coup. Le point fort du film pour moi, c'est vraiment ses décors. On arrive pas mal à voyager entre certaines planètes, certains décors. C'est assez fourni, c'est assez généreux. On a vraiment l'impression d'être dans l'espace. Et ça, c'est un point fort parce que le film est un film de type cosmique. À ceci près qu'il y a un personnage qui change vachement l'aspect du film selon moi. Et j'ai adoré, pour moi, ça a été mon coup de cœur. Alors évidemment, il y a Miss Marvel
J'ai une casquette Miss Marvel, comme vous voyez peut-être. Donc oui, j'adore le personnage de Miss Marvel. Et oui, Kamala Khan, Iman Vellani dans ce film est toujours incroyable. Tu sens vraiment qu'elle a envie d'être là. Tu sens vraiment que c'est méta en fait, parce qu'elle est fan de Captain Marvel comme elle est fan du MCU dans la vraie vie de base. Donc voilà, il y a vraiment un truc qui se dégage par rapport à ça. Non, mais mon coup de cœur, c'est vraiment Monica Rambeau qui apporte au film tout un aspect scientifique. Vous voyez ces moments dans des films où t'as un personnage qui va parler science et tu comprends rien. Ben ça, je trouve que ça manquait cruellement dans le MCU, cet aspect scientifique, complexe, pour nous faire comprendre que même si tu comprends rien à ce qui se dit, ben que justement, c'est compliqué et que t'as des personnages qui sont plus ou moins compétents pour comprendre ce qui est en train de se dire. Et cet aspect type 4 fantastique, en fait, ça a un truc que je retrouve ici avec le personnage de Monica Rambeau et j'ai adoré son personnage, donc je suis grave content. On va parler de Nick Fury parce que c'est vrai que Nick Fury ils l'ont détruit. Et ça fait, c'est pas juste le film qui l'a détruit, c'est petit à petit il est en train de se faire détruire. Mais là dans ce film, pour moi on a atteint le pic d'un Nick Fury qui n'est plus du tout le même que dans Avengers. Et c'est pas un rapport de ce qu'il a vécu, Thanos, etc. C'est juste que Nick Fury avant il était drôle parce qu'il sortait punchline sur punchline, mais c'était des punchlines genre, tu vois, genre prends ça dans ta gueule et ferme-la, en gros, tu vois. C'était pour ça qu'il était drôle et parce qu'aussi il était aigri et très stoïque et qu'il avait cette espèce de carapace où en fait il laissait jamais paraître une seule émotion, quoi. Et c'est en ça que ça rendait, je trouve, le personnage charismatique, en plus qu'il soit très stratège. Et là, dans ce film, déjà il est pas stratège. Je veux dire, il est beaucoup plus là en termes de soutien moral des personnages. C'est un, voilà, c'est un comic relief. Quelque part, il fait des blagues, sauf que les blagues, c'est pas des blagues de Nick Fury. C'est vraiment des blagues, en fait. Il sourit aussi. Et ça, on peut le voir aussi de par son costume. Il n'a plus un costume noir, mais il a un costume bordeaux. Il a de la couleur, Nick Fury, quoi, tu vois. Donc pour moi, ce Nick Fury-là n'a plus rien à voir avec le Nick Fury que l'on a vu dans Avengers. Alors évidemment, ça fonctionne pour le ton léger du film, parce que oui, faut quand même le dire, le film est un film familial. Donc évidemment qu'il ne faut pas s'attendre à un truc de malade mental. La méchante à côté est oubliable à souhait, ça on s'en doutait. Elle fonctionne pour le scénario, mais néanmoins je trouve qu'elle apporte pas assez d'enjeux envers les protagonistes, hein, Miss Marvel, Monica Rambeau, Captain Marvel, au point où on s'inquiète pour les personnages. À aucun moment je me suis inquiété pour les personnages et à aucun moment j'ai trouvé que la méchante était assez crédible en termes de puissance pour détruire ou pour tuer un personnage, quoi, voilà. En termes d'effets spéciaux, ça reste propre, voilà. C'est pas bien, c'est pas dégueu, juste ça fonctionne. Il y a quelques trucs où par instant tu vois que c'est animé en 3D ou tu vois que c'est un petit peu moche par instant, et globalement c'est assez propre. Tu vois. Donc on est très loin de l'accident industriel que nous vendait la promo, parce que clairement les bandes annonces étaient dégueulasses, clairement. En termes de continuité aussi, on en parlait tout à l'heure, le film s'inscrit très légèrement dans l'arc du multivers. Je vais pas dire comment ni pourquoi, peut-être que j'en parlerai en partie spoiler. Ne vous attendez pas à ce que ce film fasse partie de l'arc Kang, en fait. Ça en fait partie à un certain moment, on dira, et je parle pas de scène post-credit watch, je parle vraiment dans un moment du film, on te parle d'un truc qu'on a déjà entendu ou qu'on a déjà vu dans de précédents films de cette saga-là. Après, ça reste un film qui se regarde de manière totalement indépendante, de la même manière qu'on a vu, je sais pas, les Gardiens 3. Alors oui, par contre, je pense que ceux qui n'ont pas vu et WandaVision et Miss Marvel vont peut-être avoir du mal. Concernant Captain Marvel, ça reste un film qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant, et du coup Marvel Studios s'est dit tiens, les 5 premières minutes du film, on va trouver un truc scénaristique pour faire en sorte de faire un récap du film, et ça fonctionne plutôt bien. Donc on a un petit récap de Captain Marvel 1 avant de rentrer vraiment dans les ficelles de The Marvels. Donc bon, pour résumer, avant de passer en partie spoiler, si jamais vous vous posez la question, est-ce que je dois voir The Marvels pour comprendre la suite du MCU de manière immédiate, je dirais que non, vous n'êtes pas obligé de voir The Marvels, mis à part peut-être pour une scène post-crédit, et encore, je pense qu'on n'aura pas la suite de cette scène post-crédit avant très longtemps, donc vous pouvez totalement vous dispenser d'aller voir le film, mais en soi ça reste, je trouve, un moment divertissant. C'est une petite parenthèse divertissante, voilà, je trouve que j'ai assez bien trouvé le terme. C'est pas un film qui est tout pourri, c'est pas un film qui est ultra cool, c'est un film voilà, qui pourrait être considéré comme un film de phase 1 de Marvel, avec un méchant qui n'a pas un énorme impact, même si on essaie de le développer et qu'on comprend assez bien ses motivations.
ça n'en reste pas moins un méchant qui reste selon moi totalement oubliable. La preuve, c'est que j'ai déjà oublié son nom. Il y a évidemment quelques facilités, on va en parler en partie spoiler, mais néanmoins, ça reste un bon moment. Et à côté de ça, je le répète, mais la promo de Marvel Studios est désastreuse. C'est la première fois, je crois, que je vois Marvel Studios se planter autant sur la communication d'un film, parce que vraiment, le film n'était attendu par personne, quoi, tu vois. Toutes les bandes annonces laissaient suggérer que ça allait être pourri, même pire que ce qu'est le film, hein, c'est pour vous dire. Il n'y a rien qui allait. Je sais pas non plus si ça vaut 10 balles pour votre ticket de cinéma, mais ça reste un moment divertissant si on est fan de Marvel. Par contre, je pense que pour les néophytes ou ceux qui disent depuis 2 ans que le MCU est finito, pensent qu'ils vont encore trouver un prétexte avec ce film pour dire que Marvel c'est de la merde. J'en suis persuadé, je pense que vraiment il n'y a que les gros fans de Marvel qui vont aimer ce film. Donc voilà, je vous laisse aller voir le film, repasser en partie spoiler une fois que ce sera fait. Et nous c'est parti, on va parler de spoil, on va parler de scène post-crédit, let's go. The Marvels, rated PG-13. Bon alors déjà je vais parler de cette fin de film qui était censée être une post-crédit de base mais qui s'est retrouvée à la fin du film. C'est Marvel qui se prend pour Nick Fury et qui décide de recruter Kate Bishop pour, on imagine, fonder les Young Avengers, ou en tout cas sa première version. J'ai adoré ce côté-là de Miss Marvel parce qu'il y a vraiment tout un truc de fanboyisme ou de fangirlisme, si je puis dire, concernant Nick Fury aussi dans ce film, en plus de Captain Marvel. Donc, le fait qu'elle copie un peu les méthodes dans l'ombre Nick Fury, une méthode qui fait d'ailleurs beaucoup penser, je trouve, à Spider-Man Far From Home, au moment où Nick Fury débarque dans la chambre de Peter et Ned pour recruter, entre guillemets, Peter si on veut. J'ai adoré ce passage-là, avec toujours cette petite touche sympathique de Miss Marvel qui n'est absolument pas crédible dans le rôle et qui le sait qu'elle n'est absolument pas crédible. Le petit rappel de Kate Bishop qui dit qu'elle a 23 ans, c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, mais oui, c'est vrai qu'elle est quand même plus âgée que juste une équipe d'adolescentes, parce qu'il me semble bien que le mot adolescent a été prononcé dans cette prochaine nouvelle équipe du MCU, donc quelque part, si ça c'est pas un truc pour te dire que les Young Avengers arrivent, je sais pas ce que ça veut dire. Toujours concernant Miss Marvel, j'ai un petit souci avec ses pouvoirs, je vais pas vous le cacher. Petite facilité ou incohérence, je ne sais pas, je vous laisserai en juger en commentaire. Mais en gros, on nous explique dans Miss Marvel que, en gros, les bracelets, enfin le bracelet qu'elle a, c'est fait normalement, si on veut, pour isoler son gène X, ou en tout cas ça lui permet d'évacuer sous forme de pouvoir son gène X parce qu'elle a un gène mutant en elle, et que le bracelet ça lui permet d'utiliser ses pouvoirs, en gros. Donc on se doute qu'à un moment, Miss Marvel aura potentiellement plus besoin de ce bracelet pour utiliser ses pouvoirs, puisque ça en elle normalement. Mais quand bien même, le problème c'est qu'à la fin du film, Miss Marvel n'a plus aucun bracelet à un moment, et elle arrive à utiliser ses pouvoirs, genre comme ça. Elle fait une démonstration pour voir si, je sais plus, ça arrive à swiper de personnes quand ils utilisent leur pouvoir et tout. Soit, mais le souci c'est que jamais on t'a développé ce passage-là où elle est assez expérimentée pour utiliser son pouvoir comme ça, déjà premièrement. Et en plus de ça, à la fin, elle finit avec 2 bracelets, ce qui est totalement logique. On avait vu juste, hein, en théorie, c'était bel et bien les bracelets quantiques, hein, je crois que ça s'appelle, qui sont vraiment sous-exploités dans ce film, mais voilà, qui tiennent leur rôle pour le scénario. Et au final, donc elle a les 2 bracelets, elle les enlève, donc elle a plus aucun bracelet ensuite, et à la fin du film, elle se retrouve juste avec un bracelet. Alors peut-être que j'ai mal compris, parce que vous me direz en commentaire, où est-ce qu'il est passé l'autre bracelet? Le bracelet qu'ils ont piqué donc à la méchante, que Miss Marvel avait donc sur chacune de ses mains, où est-ce qu'il est passé l'autre? Qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que moi je me suis dit, ça y est, Miss Marvel elle a évolué, ils vont lui donner les 2 bracelets, ça va lui permettre de se développer, d'avoir plus de pouvoir, etc. Et il est passé où ce fucking bracelet, s'il vous plaît? Alors c'est vrai que je me suis demandé, est-ce que peut-être c'est Captain Marvel qui l'a mis sur elle pour foncer dans le soleil et pour rallumer sa planète natale si on veut. Bien aimé par contre le moment où il y a un flashback de Maria Rambeau et Captain Marvel, au moment où Maria Rambeau vient d'avoir son autre cancer, de ce que j'ai compris. C'est plutôt pas mal parce qu'au final, ça prend un peu le contre-pied à ce qu'on croyait du personnage, dans le sens où, voilà, elle est partie, elle est plus jamais revenue, elle en a plus rien à foutre de sa meilleure pote et de la fille, donc Monica Rambeau, de la fille de sa meilleure pote, donc. Alors qu'au final, entre-temps, pendant que Monica avait été éclipsée, eh bien, on apprend que elle était revenue sur Terre et que c'est comme ça qu'elle a eu Goose, etc. Donc j'ai bien aimé ce passage-là et je trouve que ça répondait plutôt bien finalement à ce qui s'était passé dans WandaVision, au moment où on apprend que Monica Rambeau a un seum inconsidérable contre Captain Marvel. On se demandait pourquoi, qu'est-ce que Captain Marvel lui a fait. Au final, je trouve ça presque même un petit peu léger comme prétexte, mais totalement compréhensible. Et le souci, c'est que dans le film, la première fois où elle parle à Captain Marvel, sans faire exprès d'ailleurs à l'oreillette dans l'espace, t'as pas l'impression vraiment qu'elle a le seum contre Captain Marvel. Ça vient vraiment après dans le film où tu sens que le personnage a un truc à lui reprocher. Sauf qu'en fait, elle lui reproche
rapprochés depuis bien longtemps, donc elle devrait même pas vouloir lui parler. La première fois qu'on lui demande si elle veut parler à Captain Marvel, elle dit ouais, je me sens pas prête, ça fait trop longtemps et tout, comme si, eh bien, elle voulait lui parler, mais qu'elle osait pas parce qu'elle est intimidée, parce que c'est comme un membre de sa famille qu'elle a pas vu depuis très longtemps, etc. Alors que de base, voilà, il faudrait qu'elle ait le seum contre elle de ouf et qu'elle dise non, je veux pas lui parler de base, quoi. Petite facilité aussi concernant les Flerken. Alors même si je trouve le plan assez original, dans le sens où voilà, utiliser les Flerken pour bouffer tout l'équipage, ce qui permet de réduire le nombre d'équipages et donc de pouvoir les mettre dans la navette, je trouve que c'est plutôt ingénieux comme idée. Le seul souci, c'est de te dire, mais d'où est-ce que Goose il est enceinte? À aucun moment en fait on te vend déjà que cette espèce peut être enceinte, alors pourquoi pas, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Et surtout à aucun moment on le voit s'accoupler, ou voilà, Goose il a toujours été solo dans le MCU, c'était le seul Flerken je crois à notre connaissance de mémoire en tout cas qui était visible dans le MCU. Donc le fait d'un coup de te réveiller presque des années après et de voir que le mec il a pondu mais genre des dizaines de Flerken dans la base de Saber, what the fuck, un peu tiré par les cheveux, petite facilité du coup parce que ça sort de nulle part. Alors pour le coup, en termes de construction de film, j'ai aimé les 20 premières minutes. Ensuite, au milieu, je trouve qu'il y avait quand même une petite longueur, ce qui est assez aberrant pour un film qui fait, je crois, 1h40 ou un peu moins, je sais même plus quelle durée il fait ce film. J'ai trouvé par instant que c'était long et surtout la scène musicale. Alors apparemment, ils l'ont un petit peu charcuté au montage pour que ce soit plus court, mais j'ai envie de dire heureusement parce que c'était déjà ultra long selon moi. Alors c'était sympa de voir que voilà, apparemment cette population ne sait parler qu'en chantant, et il y a tout un truc qui est assez sympa où t'as un des mecs justement, donc le prince, qui lui arrive à parler normal et on lui dit mais attends, mais il arrive à parler, et puis t'as quelqu'un qui dit mais oui il est bilingue. Donc j'ai aimé parce qu'apparemment chanter c'est une autre langue, c'est considéré comme étant une autre langue que juste parler, donc c'est plutôt cool comme idée. Par contre c'est vrai que la chanson déjà était insupportable, pour moi c'était une chanson type Disney pur et dur qu'on voit dans les films de princes et de princesses, ce qui est aussi voulu hein, pour l'intérêt du film et de l'aspect de Brie Larson qui est devenue une princesse justement. Pour autant c'est vrai que j'ai pas du tout kiffé pour le coup, et je trouve aussi qu'elle était beaucoup trop longue, et heureusement qu'ils l'ont coupé au montage du coup parce que ça mettait vraiment un ventre mou dans le film et à un moment je trouve insupportable dans le film. Et pour la dernière partie du film, bah écoutez, je la trouve totalement oubliable. Je trouve que le climax est vraiment pas réussi. Je trouve que le combat final contre la méchante est vraiment pas réussi. Et je trouve que voilà, on s'en fout de ce personnage vraiment, de ces enjeux qu'il y a autour. Ils ont mis le concept d'incursion dans ce film, c'est plutôt bien, et c'est là où je vous disais qu'il y a un certain rapport par rapport à Doctor Strange 2 notamment, et à ce qui avait été introduit grâce à Reed Richards et les Illuminati. Ça fait plaisir de voir que l'incursion est de retour et qu'on était sur le point de vivre une incursion, donc une réalité qui rentre en collision avec une autre. Je trouve que c'est même plutôt bien mis en scène à l'écran et qu'on comprend très vite les enjeux. Monica Rambeau qui utilise la science et aussi ses pouvoirs pour refermer tout ça. Je trouve qu'elle progresse énormément très vite dans ses pouvoirs, et malheureusement je trouve qu'on n'a pas assez le temps à l'écran de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. C'est-à-dire que quand elle vole, on comprend très vite que donc elle se met en mode un peu comme un spectre hein. D'ailleurs normalement le personnage, aux dernières nouvelles, son personnage héros, il s'appelle Spectrum, hein. Donc bon, c'est tiré de là je pense, même si dans le film pour l'instant on sait pas tellement de manière officielle s'il s'appelle comme ça, parce que il lui cherche un nom, et à un moment Miss Marvel sort le nom Spectrum justement, et c'est pas vraiment validé par Monica Rambeau, donc je sais pas ce qui va être utilisé au final. Au final tu comprends qu'elle peut lire les énergies, les utiliser aussi, etc. Et je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence finalement de mise en scène entre chacun des pouvoirs de toutes les Marvel notamment. Miss Marvel c'est peut-être le personnage qui se démarque le plus de par ses pouvoirs, mais après Brie Larson, Spectrum, bon la seule différence c'est la couleur clairement visible à l'écran, mais on est très loin de se douter ce que peut faire Spectrum avec ses pouvoirs je pense. C'est un personnage qui a l'air ultra puissant et tu comprends pas totalement tout ce qu'elle fait à l'écran. Et enfin la scène post-crédit donc qui avait leak hein, forcément. Alors j'étais au courant de la scène post-crédit. Pour autant, ça m'a rien gâché du tout parce que j'avais très hâte de voir le fauve. J'avais très hâte de voir un fauve en full CGI, comment est-ce qu'il rendrait. Et au final, je trouve que vraiment ça en jette. Vraiment, j'ai eu les frissons à ce moment-là. Je m'y attendais pas, clairement. Ils l'ont super bien réussi. On dirait même que c'est le fauve de la première série animée X-Men, parce que même s'il porte une blouse, on remarque bien que sous la blouse, il a une espèce de costume qui descend, je crois, un petit peu en dessous des genoux. Il y a une espèce de bande jaune. Il est coiffé en arrière aussi, comme dans la série X-Men, etc. Donc vraiment, j'ai kiffé. Je trouve ça assez
aberrant par contre qu'ils aient mis cette scène dans le trailer. Alors même s'ils n'ont pas montré le fauve, on voyait quand même derrière le petit logo avec le logo X-Men et le costume aussi, je crois un bout du costume de Maria Rambeau, en tout cas de cette variante dans cette réalité. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, enfin si je comprends, pour vendre le film et pour que ça a marché, pour que tout le monde screen ces passages du trailer, tout le monde en parle et que la hype... voilà, survendre le film et que tout le monde y aille à cause de cette scène post-crédit. Je vous le rappelle, une scène post-crédit, parce que vraiment j'ai l'impression qu'on le dit pas assez, c'est pas le film, tu vois. La scène post-crédit peut être incroyable, c'est pas pour autant que derrière on peut pas défoncer un film. Là pour le coup, je trouve que le film est ok, la scène post-crédit est plutôt très hypante. Ça faisait combien de temps les gars qu'on n'avait pas vu un X-Men en live action, un X-Men qu'on connaît, je veux dire... Enfin, c'est ouf, surtout le fauve, quoi. Ça fait plaisir de le voir parce que c'est un personnage qui a tellement été sous-exploité durant toutes les sagas X-Men en général que là on a l'impression que peut-être on aura droit à un vrai fauve déjà comics accurate graphiquement et bien développé, on espère. On te cite Charles Xavier, donc il y a bien et bien un Charles Xavier qui existe dans cet univers qu'on va développer aussi. Donc j'ai très hâte de voir où est-ce que tout ça va mener, si ça va être peut-être connecté avec l'autre série X-Men animée qui arrive prochainement sur Disney+, peut-être pas d'ailleurs. Et bref, globalement, on est très loin de l'accident industriel que nous vendaient les bandes annonces, la promo du film. C'était totalement désastreux, vraiment. Il faut plus jamais refaire ça à Marvel Studios. Ça rendait pas du tout service et je pense que le film va bider. Je pense que là, la seule chose qui peut vraiment aider le film, c'est le bouche à oreille. C'est vous, moi qui parlons du film à nos proches, à des communautés, à des gens. C'est ça qui peut sauver le film. Je sais pas si vraiment il y aura cet effet parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est un film qui est plutôt mid en fait. Je trouve que c'est un film qui fait le taf, mais après ça reste pas un grand film Marvel, ça reste pas un grand film du MCU, ça reste pas... Captain Marvel à ce jour n'est toujours pas un héros à proprement parler, dans le sens où pour moi c'est pas un symbole, c'est pas... Voilà, ça a rien de tout ça. Les personnages qui sont développés autour sont plutôt bien développés, ça fait le taf, c'est une petite parenthèse divertissante. Voilà, franchement, c'est pas un bon terme ça, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Alors encore une fois, j'ai certainement oublié de parler de plein de choses, mais vous savez qu'en vidéo c'est très compliqué de penser à tous les points qui nous ont marqué. Le but c'est quand même de revenir sur les passages les plus marquants, savoir si ça vaut le coup, pourquoi, etc. Vous avez un petit peu mon avis sur le film, très loin de cette promo désastreuse, et c'est tant mieux, même si ça reste pas non plus du grand cinéma, attention, ça reste juste une parenthèse divertissante. Est-ce que je vous ai déjà dit ce terme? Je ne pense pas. Je vous fais des bisous, le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite pour, pourquoi pas, des théories sur cette scène post-crédit et d'autres vidéos Marvel d'ici en général. Des bisous les dos.